Pochep, Silver et bonjour madame. Bonjour. Je vous invite à prendre un micro, parlez bien devant Ouais. et mettez un petit casque, posez-vous. Oui. Dans ce temps-là, je vais prendre mon sandwich. Et puis voilà. Ça fait plaisir de vous avoir parce que le projet 17 mai, c'est un truc que j'ai découvert presque là en préparant Widou BD. Ouais. Et j'ai vraiment envie que vous nous en parliez plus, savoir comment ça se passe et voilà comment c'est né. Et puis voilà, je vais juste vous laisser vous présenter. Pochep. Ok, alors moi je Philippe suis Pochep. Pochep. Bonjour. Bonjour. Et donc là, Donald, enfin Silver son nom de dessinateur, et Nin, qui elle ne dessine pas mais a scénarisé pour nos deux albums quelques histoires qui ensuite auront été mises en images par différents auteurs. D'accord. Excellent. Donc ça, c'est dans le cadre du projet 17 mai sur Oui, lequel on va revenir. Oui. Silver, coucou. Bonjour. Alors, dis-moi, Silver, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes faits d'armes les plus majestueux? Alors, en fait d'armes, ça va être surtout le projet 17 mai, mais sinon, je viens du Pas-de-Calais, j'habite à Lens. J'ai 24 ans, je suis illustrateur et je fais un peu de BD justement, comme ça. Je travaille dans beaucoup d'associations, enfin, j'essaye, entre le projet 17 mai, dont les bénéfices vont à SOS Homophobie. Puis sinon, je bosse beaucoup avec Solidarité Sida et le planning familial. Et Nin, Bonjour. salut. Alors pareil, je vous invite vraiment à parler bien près du micro. Prends peut-être juste l'autre, ça c'était un micro de secours si jamais on est plus. Donc, bonjour. Coucou. Moi je m'appelle Mine. Comme l'a précisé Pochep, je suis scénariste uniquement sur le projet 17 mai. Et j'ai 27 ans, je vis à Paris. N'hésite pas à prendre le micro D'accord. bien près de toi. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que c'est que le projet 17 mai exactement? Je sais pas qui Alors veut- le projet 17 mai, c'est un collectif de dessinateurs, enfin c'est un regroupement de dessinateurs beaucoup issus des blogs, parce que c'est aussi les gens qu'on était amenés à rencontrer, à croiser le plus souvent, et euh, c'est la mise en commun d'énergie et de savoir-faire pour raconter des histoires, constituer des albums, un site web où le but étant de lutter contre l'homophobie. Et tu peux compléter en Oui. même temps. Oui, en fait, à la base, le projet 17 mai, c'était une idée Ah, un peu... Le Oui. 17 mai, c'est pas nous qui l'avons inventé. Oui. Enfin, nous, on s'appelle Projet 17 mai. Le 17 mai existe déjà depuis, je crois, les années 90. C'est la 91, ouais. journée de la lutte internationale contre l'homophobie. D'accord. Voilà. Voilà. Et, D'où la Qui- référence. oui, Voilà, c'est- c'est une journée. Alors, je pense qu'il y a déjà pas mal de pays à travers le monde qui s'approprient cette journée. Elle est soutenue par l'ONU, etc. Et ça donne lieu à tout un tas de manifestations, quelles qu'elles soient, dans les rues, des publications, des interventions. Et nous, en poursuivant cette idée-là, enfin, je vais peut-être un peu brouillon, ou tu pourras compléter. L'idée, c'était d'utiliser, nous, notre savoir-faire, dessiner, écrire, raconter des histoires, pour participer à cette journée-là. Et l'avantage étant que nos albums ou nos dessins restent le 18 mai, on peut encore les lire, etc. C'était d'avoir une action durable, faire un tir groupé et une action durable, voilà, que tous les jours deviennent un peu le 17 mai, que tous les jours puissent être consacrés à la lutte contre l'homophobie. Donc c'est comme ça qu'est né le projet. Voilà, en fait, à la base, c'était vraiment une idée un peu folle. On s'était un peu inspiré de ce qu'avait fait Julie Marot, la dessinatrice du Bleu et du Couleur Chaude, et qui avait, il y a quelques années, je crois que c'était en 2008 ou 2009, qui avait demandé justement à plein de blogueurs de faire une note sur les LGBT-phobies, donc que ce soit l'homophobie, la biphobie, la transphobie ou la lesbophobie, et de réunir ensuite les notes sur son blog. Du coup, c'était ce projet qui était vraiment génial, où plein d'auteurs avaient fait son petit mot justement sur ces sujets-là. Et ça s'était retrouvé sur son blog juste l'espace d'une journée. Et puis,
quelques années après, avec Bochep, on s'était dit que c'était vraiment une initiative qui avait énormément de potentiel et que ça serait sympa justement de réunir ça en un site, faire vraiment un site accessible à tous et à toutes. Et, Quel site? le projet 17mai.com justement. Voilà, c'était Tout simplement. Voilà, On va le mettre dans les commentaires tout de suite. ah super, merci. Le site a l'avantage, lui, de rester, parce que Voilà. la première ébauche, ce qu'avait mis en place Julie, c'était elle fédérait des liens, c'est-à-dire elle avait demandé à des gens autour d'elle de réagir sur le sujet, et elle centralisait les liens sur son blog. Après, Oui, voilà. tout le problème des blogs, c'est que tout ça, ça passe très très vite. Le lendemain, vous avez une nouvelle note. Ça devient de plus en plus difficile de retrouver Oui, c'était ce l'âge qui avait d'or. été raconté la veille ou l'avant-veille. C'était l'âge d'or des blogs BD où on mettait encore son blog à jour tous les jours. Voilà. Et en plus, j'imagine que si aujourd'hui on retournait sur la note concernée, il y a des blogs qui ont fermé, il y a des notes qui ont disparu. Donc nous, c'était vraiment faire quelque chose, reprendre cette idée-là et en lui dédiant un site qui ferait que les choses resteraient disponibles tous les jours. L'avantage du site aussi, c'est le partage, c'est-à-dire le site, il y a un menu, il y a un choix de notes, un choix d'auteur, et c'est le genre de choses qui peut être partagé très facilement sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Donc le jour du lancement, il y a eu un petit effet quand même assez viral. Ça, l'information est bien passée, les notes ont été très partagées, etc. Et aujourd'hui, ça le reste. Si quelqu'un a lu quelque chose qui le touche plus particulièrement sur ce site, c'est très facile de relayer ensuite à ses contacts le contenu. Alors on en est à la 2e édition, en tout cas sur le site, on en est à la 2e batterie d'auteurs qui participent à ce projet 17 mai. Les notes, c'est quoi en général? Est-ce que vous drivez les auteurs ou est-ce que les auteurs vous proposent des choses spontanément? Alors à l'époque du site, en fait, on laissait une énorme liberté quand même. On demandait quand même de nous envoyer un brouillon comme de leurs idées, de leurs croquis, au moins pour que les idées ne se répètent pas, que deux auteurs ne fassent pas la même chose, voir aussi s'il n'y a pas quelque chose de problématique, si en voulant lutter contre l'homophobie, on fasse en fait une bêtise de quelque chose qui invalide un autre combat par exemple. On essayait comme de faire en sorte que ça soit efficace, mais majoritairement on leur laissait choisir le thème, la longueur, si vous voulez faire une seule illustration, si vous voulez faire 15 planches, vous pouvez vraiment faire ce qu'ils voulaient, surtout pour le site où on a vraiment publié la quasi-totalité de ce qu'on a reçu sur le site en tout cas. On voulait justement par contre que le niveau de dessin soit quand même accessible, que ça soit lisible par tous quand même. Lorsqu'on passait le mot, on ne manquait pas de bonne volonté autour de nous. Ouais. C'est-à-dire il y avait toujours suffisamment de personnes pour nous aider, pour participer au projet. Après, tout le monde n'est pas sensibilisé de la même manière au sujet. Et il y en a qui se trouvaient peut-être un peu démunis en matière d'idées. Sur le tome 2, par exemple, il fallait éviter les répétitions, par exemple. Donc après, il y en a qui voulaient bien intervenir, mais qui nous demandaient assistance dans le sens, est-ce qu'on pouvait les mettre en relation avec quelqu'un qui pouvait apporter une idée ou une nouvelle idée et entamer comme ça une collaboration, le temps d'une page ou plusieurs pages. Donc les auteurs ont aussi pu découvrir en fait des questions, des situations, des problématiques auxquelles ils n'étaient pas sensibilisés peut-être au début, mais ils avaient l'intention de le faire. Oui, complètement, ne serait-ce que par les discussions déjà en amont justement en fait. À la base, franchement, le projet 17 mai nous a même légèrement dépassé quand on a bossé dessus. On se disait, bon allez, on va avoir une dizaine de potes, une vingtaine de potes qui vont nous envoyer des dessins pour faire ça va être bien sympa, avec un peu de chance, il va y avoir 2000 personnes qui vont le voir. Au final, on a eu plus d'une centaine d'auteurs, des gens qui étaient vraiment extrêmement motivés. Et en plus, la période était intéressante parce que c'était le tout début le site a ouvert le 17 mai 2012. Donc du coup, c'était à peine les ébauches ces élections. Après les élections. On parlait à peine du débat du mariage pour tous, c'est cette tempête qui allait arriver. Et donc du coup, les gens commençaient à s'intéresser de plus en plus. Et donc justement, sur le site, on a eu 2 vagues. On a eu la première justement à l'ouverture, le 17 mai 2012.
Et puis ensuite, très vite après, on a eu plein d'auteurs qui nous ont contactés et on a fait une deuxième mise à jour très rapidement en septembre, je crois. C'était septembre-octobre Oui, de la même année, oui. ouais. Bon, après, on n'a pas été sur les questions des mises à jour du site. Il faudrait Oui, qu'on fasse un effort parce que depuis, après, bien sûr, on s'est concentré sur des albums, la oui. constitution des albums. On a eu un peu de mal à apporter de nouvelles choses sur le site, mais il nous arrive de temps à autre, il y a des gens spontanément qui nous proposent des illustrations, des dessins. Donc on commence à en avoir un petit peu en réserve et j'espère bien que sans trop tarder, on pourra alimenter le site. Oui. Oui, voilà, de toute Ouais. façon, notre prochain projet, de toute façon, pour le projet 17 mai, justement, c'est de travailler une mise à jour, de rendre le site un peu plus lisible, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec le nombre de dessins et d'histoires qu'on nous envoie, on va devoir repenser l'interface du site pour que tout soit accessible. Mais oui, ça, c'est notre prochain projet. Là, pour l'instant, cette année, c'était vraiment le deuxième tome. Le site pourrait, si on y veillait un peu plus, offrir l'avantage des fois de coller un peu plus à certains événements ou certains propos, avoir quelques réactions comme ça. Parce que les albums, eux, sont faits dans... Après, on ne peut pas revenir dessus, quoi. L'avantage des albums, enfin, comme je disais tout à l'heure, le site ou les notes du site ont l'avantage d'être partagées, de pouvoir être partagées en continu. Et dans le cas de l'album, nous, avec l'éditeur, on a mis un partenariat, je ne sais pas comment on va appeler ça, une association, enfin, tous les bénéfices de la vente de ces albums sont intégralement remis à SOS Homophobie. Comment, alors avant de revenir sur les retombées de ce beau projet, quoi, comment est-ce que vous avez traversé justement la tempête Manif pour tous que vous avez évoqué tout à l'heure? Parce qu'en 2012, vous commencez le projet, c'est un projet qui est encore modeste, c'est-à-dire que vous lui n'imaginez pas le destin qu'il a eu 3 ans plus tard, quoi. Et, et arrive la Manif pour tous, avec son lot de débats et de colère assez stériles, mais extrêmement virulentes. Comment est-ce que ça vous tombe dessus et comment est-ce que vous le gérez? Tu commences? D'accord. Alors, dans mon cas, en tout cas, c'est à titre personnel, bon, comme énormément de personnes LGBT, je l'ai très, très mal vécu cette période. Et vis-à-vis du coup de mon travail et du projet 17 mai, c'était intéressant parce qu'en fait, on a eu, il y a eu deux mouvements qui se sont mis en route. En fait, on a eu bien sûr le mouvement anti, c'est à partir de là qu'on a commencé à recevoir beaucoup de commentaires. On a dû modérer des insultes, des menaces, ce genre de choses, des choses vraiment stériles mais qui étaient ridicules, de comptes anonymes, ce genre de choses, mais qui ajoutait quand même un climat assez malsain. Et à côté de ça, par contre, on a reçu énormément de messages de soutien de dessinateurs et dessinatrices, de gens qui voulaient même essayer, disant est-ce qu'on peut aider, genre, je viens de voir les infos, c'est horrible, j'en ai marre, ils sont débiles, je veux parler de ça. Après, justement, le projet 17 mai, on ne l'a pas vraiment mis à jour pendant cette période-là, parce que c'est tombé en plein dans la période où justement cet éditeur, Jérémy Patinier, des ailes sur un tracteur, nous a contactés pour faire une version papier et récolter de l'argent pour SOS Homophobie. Donc à ce moment-là, on s'est vraiment concentré sur l'édition papier pour récolter les fonds le plus rapidement pour cette association, pour qu'elle puisse justement faire un meilleur travail sur le terrain que nous. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous ont touché dans le sens où vous y attendiez peut-être pas? C'est-à-dire que quand vous avez lancé l'appel, vous avez lancé le projet 17 mai, est-ce que vous avez reçu des histoires que vous n'attendiez pas, quoi, qui vous ont vraiment surpris? Oui, alors je voulais juste revenir sur la question d'avant, sur le ressenti par rapport au débat. Alors moi, je ne suis pas tout à fait de la même génération que Nin et Silver. Et moi, j'ai pas vu du tout le truc venir. Enfin, je pense comme beaucoup, je me suis pris la vague en pleine tête. Voilà. Mais je ne l'ai pas du tout vu venir. Et je pensais vraiment que ça allait être une simple... Naïvement, j'ai vraiment pensé que ça allait être une simple formalité. Moi, j'ai traversé les années 80, 90, d'où je venais, c'était pas super simple, et j'avais vraiment l'impression que une fois que le Pax s'était passé,
peut-être aussi le contexte parisien a fait que c'était sans doute pour moi le ressenti était moins difficile ici que je n'avais pu le connaître ailleurs et que finalement le passage, le passage de cette loi et l'évolution vers le mariage, ça allait être une simple formalité. Et cette levée en masse, en face, je ne l'ai pas du tout venir. Alors moi, je suis moins militant que Silver, qui lui est engagé auprès d'associations très, très actives sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais été très militant. La question homosexuelle, elle transparaît toujours régulièrement dans mon travail, mais en jouant sur d'autres ressorts, etc. J'avais jamais c'est-à-dire mes personnages gays s'inscrivent dans le paysage de mes récits, mais ils ne sont pas spécialement porteurs d'un message militantisme. Précis, etc. Voilà. Et alors, du coup, le débat sur le mariage a fait que d'un seul coup, j'ai dû réagir ou sortir un peu de moi-même, sortir de ma zone de confort et envisager le fait d'expliquer, de parler, de militer. Et le plus simple quand même pour moi, ou là où je suis le plus à l'aise, c'est quand même avec mon dessin. Donc tout ce qui s'est organisé autour, la constitution des albums, le partage de tout ça, enfin moi j'en suis très fier en tout cas. Ouais. Quand on voyait la chose un peu de l'extérieur, c'était assez intéressant en fait de voir que justement tout le côté militantiste en fait de l'album était aussi très utile en fait à l'extérieur pour expliquer aux gens qui justement n'avaient jamais participé au débat, ne comprenaient pas ce qui se passait et ne comprenaient pas justement pourquoi on faisait tout ce raffut en gros autour de ce sujet-là, leur mettre un peu à portée de main le sujet et l'expérience en fait vue par justement les personnalités LGBT. Et du coup, moi je sais que les retours que j'ai eus c'était beaucoup je m'intéresse pas spécialement au sujet, mais j'ai compris plus de choses grâce au projet du 7 mai où je l'ai montré à mes enfants, ils m'ont expliqué, ils ont compris en fait grâce à des planches, grâce à cette planche-là, parce que ça parle à un enfant. Donc c'était assez intéressant de voir comment le projet en fait pouvait mettre à portée de n'importe qui. Vu qu'il était très varié, ça permettait de mettre à portée de n'importe qui un sujet qui est quand même assez complexe quand on ne le vit pas au quotidien. Comment on fait justement pour mettre à la portée de tout le monde des problématiques qui sont extrêmement complexes, sur lesquelles on s'est écharpé pendant des mois et où la pédagogie ne marchait absolument pas et comment est-ce qu'on fait pour mettre ce sujet à portée de tout le monde ? On parle de soi. Je pense que la grosse majorité des histoires en fait c'était tellement du vécu que n'importe qui les lit pouvait s'identifier en fait. On ne pouvait pas faire autrement que s'identifier. Dans les deux, je pense, non, dans le second surtout, il y a des planches sur la transidentité, la transsexualité, ce genre de choses. C'est quand même quelque chose qu'on a du mal on a du mal à se mettre à la place de quelqu'un dans cette situation quand on est cis, et du coup ça permet en fait de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un qui vit quelque chose de complètement différent de notre expérience personnelle. Comment est-ce que toi, Nin, t'es arrivé sur ce projet ? Alors, je me suis permis d'ailleurs de faire le petit bandeau avec vos noms. Nin, c'est N-I-N-E. Hein. Exactement. D'accord, voilà. Pas passer loin de la catastrophe industrielle. Comment est-ce que toi, t'es arrivé à bord de ce projet ? Qu'est-ce que t'as voulu apporter, en fait ? En fait, moi, je travaille beaucoup avec Silver, on se connaît à côté. Et du coup, en fait, lorsque le premier a été lancé, on a justement eu ce problème, on va dire, qu'a évoqué Pochep, qui était... il y a des gens qui veulent faire des choses mais ils ne savent pas quoi dire ou ne savent pas comment. Ou j'ai une idée, j'arrive pas à la mettre en page ou je ne sais pas exactement par quel bout prendre le truc. Et du coup, vous avez fait tous les deux, enfin Pochep et Silver ont tous les deux fait appel à des scénaristes qui proposaient justement d'aider certains dessinateurs à soit mettre en page leur idée, soit des dessinateurs qui avaient juste zéro idée de comment, de quoi faire en fait. Et on leur proposait des scénarios tout faits, on discutait avec eux de quoi t'aimerais parler, je peux t'aider à mettre quelque chose en route, quoi. Donc, d'accord. du coup, Je fais circuler le cahier à dessin. Oui, le petit carnet à dessin, qui est un carnet à disposition de tout le monde pour laisser des petits Mickey et des mots, des beaux souvenirs, des choses comme ça. Et Même Nin si... fera un dessin aussi. Bien sûr. non. Comment ça a été reçu globalement ? Est-ce que ça a été
unanime? Est-ce qu'au contraire vous avez eu des messages de gens qui ne comprenaient pas la démarche? Est-ce que en fait, en faisant le projet 17 mai, vous avez mis au jour l'incompréhension de certaines personnes? Est-ce que vous les avez aidés à progresser? Ou est-ce que finalement c'est un projet qui est resté plus dans un public déjà convaincu? Alors ça, c'est une des limites de notre projet, je trouve, par moment. Peut-être plus dans le cas des albums que dans le cas du site, qui permet le partage dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire avec notre éditeur, sur les 2 tomes, on est passé par le principe de souscription qui est fait au préalable. Donc tout s'est toujours très bien passé. La mise de départ a toujours été allègrement dépassée. Après, on voit les gens qui viennent nous rencontrer en dédicace ou ceux qui ont réservé l'album. On a effectivement des gens qui comprennent la démarche, qui reçoivent parfaitement l'album, ce qui est dit. Donc là, c'est un peu les limites. C'est-à-dire, nous, l'espoir, enfin, on joue sur 2 tableaux. C'est-à-dire que l'argent qui est remis ensuite à SOS Homophobie, ça participe à leur travail directement sur le terrain. Et ils ont utilisé certaines de nos histoires et de nos planches pour constituer des expositions. Et où eux, en plus de nos dessins, à côté de nos dessins, rajoutent des faits, des événements, une information, des chiffres, des statistiques. Et après, on espère qu'une fois que quelqu'un achète l'album, ou en achète 2, c'est pour l'offrir, ou le partager, ou s'il traîne dans le salon de chez quelqu'un puisse l'emprunter, le saisir. etc. Voilà, ouais. Donc là, c'est quelque chose. Le premier contact, il est très chaleureux, etc. Après, sur le site, il y a eu quelques commentaires, des fois un peu méchants, mais ça n'a pas été. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. En l'occurrence, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus mal sur certains réseaux sociaux où là, les réactions sont immédiates, etc. Mais nous, en dédicace, j'imagine mal quelqu'un qui viendrait nous crier dessus. Enfin, ça serait malvenu, absurde de sa part, etc. Inconscient, ça serait de l'inconscience totale. Oui, non, c'est sûr, c'est franchement pas Christine Boutin qui vient nous voir en dédicace sur l'album. Ce serait tellement drôle, imaginez, vous avez Christine Boutin un jour qui vous demande de le dédicacer. Mais Christine Boutin en avec que faire dans ce Qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas, je pense que je parlerai BD avec elle. Je serais curieux de voir ce qu'elle lit déjà. Est-ce qu'elle lit des choses déjà? Est-ce qu'elle sait lire? Après, on pourrait se dire que les sous qu'elle va nous donner iront à SOS. Oui, c'est ça. Donc ça serait pas, ouais. Vous n'avez pas eu de réponse de la Manif pour tous ou de choses comme ça, de messages qui vous ont été adressés en disant que vous faisiez la mission du malin? Non, le seul truc que j'avais vu, c'était au festival de Blois où il y avait. Alors, ils ont malheureusement des antennes un peu partout. Donc là, ils étaient. Et ils avaient un peu pollué le festival. Alors, à Blois, un festival de bande dessinée. Et donc, ils avaient profité du festival pour. Alors, je pense que ce n'était pas une réponse directe à nous, mais à utiliser le support bande dessinée pour raconter, enfin, mettre en scène, eux, leurs propos. Alors ils ont été très vite, les têtes du festival de Blois, enfin le staff, leur ont vite fait comprendre qu'ils étaient vraiment pas du tout les bienvenus sur place et que c'était pas le propos et que de toute façon personne n'adhérait à ce qu'ils avaient à vendre. Et puis manifestement chez eux, personne ne dessine. Enfin, je me souviens avoir vu leur BD en une page, moi je veux bien être des fois indulgent avec certaines formes graphiques, mais là manifestement ils ne savaient pas faire. Ok, c'est vachement marrant ça. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes armes pour lutter. C'est quoi vous l'histoire qui vous a le plus ému de toutes celles que vous avez reçues du projet 17 mai? Commence. Oh, d'accord. Moi, c'était quelque chose que nous a envoyé Le Mat. C'était une illustration qu'on a reçue sur le site et qui est publiée dans le premier tome. C'est juste une illustration de. Comment je peux dire, c'est un mec, c'est un groupe d'amis de mecs et qui rit de bon cœur parce qu'un
un des mecs justement fait une imitation de folle, il fait le cliché gay en Ouais, mettant sa main comme Zaza, ça, tout quoi. ça. Ok. Et pendant ce temps-là, t'en as un autre justement qui rit, mais qui en même temps se passe une corde autour du cou en fait. Et l'image était très très forte et ça m'a rappelé énormément justement de passages où on est avec des potes, mais avec des amis, et qui font ces remarques homophobes sans même parfois réfléchir, et qui te poussent justement à te remettre en question sur toi-même, en disant est-ce que je suis ça, est-ce que je suis si honteux que ça, pourquoi, et pourquoi c'est honteux d'être ça d'ailleurs, et pourquoi ça les fait rire d'imiter ça. Et ce dessin-là, il est vraiment parfait, je trouve. C'est vraiment... Oui, ce dessin il illustrait aussi nombre de situations qu'on a pu connaître, ou que beaucoup doivent encore connaître dans le cadre scolaire et aussi dans le cadre du travail. Ouais. L'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire dans quelle mesure les personnes homosexuelles peuvent le faire savoir et comment après elles peuvent le vivre par rapport aux autres dans cette boîte. Et là, c'était la situation cruelle par excellence, où on sent bien que la personne n'est pas outée ou alors vraiment très en retrait par ça et qu'elle rit avec les autres alors qu'elle rit contre elle. C'est une situation affreuse. Ouais. C'est ça, c'est la situation aussi qu'on voit régulièrement aujourd'hui, qui est la violence dans les propos, même qui parfois ne pensent pas à mal, c'est juste des propos qui sont tellement intériorisés qu'on oublie en fait. La référence, c'est qu'on oublie les personnes qu'il y a en face et qu'on oublie parfois... Ok, donc ça c'est l'histoire qui tourne. Le micro lui-même est très ému, très très ému. Donc toi, c'est aussi l'histoire qui t'a le plus... Alors ça, c'était une illustration qui était sur le tome 1, oui, qui était très forte et qu'on a réutilisée. Enfin, je pense que même SOS Homophobie l'a réutilisée dans ses visuels, etc. Et moi, dans le tome 2, il y a l'histoire de... Dans le tome 2, à la différence du tome 1, où on a des histoires courtes, dans le tome 2, on a voulu se donner un peu plus d'espace. Et certains auteurs ont eu plus d'une dizaine de pages pour s'exprimer. Et il y avait la première histoire qui ouvre l'album, c'est une histoire de Timothée Le Boucher. On lui a proposé de collaborer au tome 2. On ne savait pas du tout ce qu'il allait faire. On était juste certain de la qualité de son dessin. Et en 10 pages, il évoque l'intolérance même qu'on peut trouver au sein de la communauté LGBT. C'est-à-dire sur l'intolérance par rapport à certaines attitudes, à ce que sont les gens, etc. Et la cruauté, en fait, elle se glisse, ou les malentendus se glissent vraiment partout, et que même au sein de la communauté LGBT, les choses ne sont pas simples, où tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et il y a des clivages, il y a des différences, c'est pas toujours la fête. Qu'est-ce que vous avez remarqué par exemple comme clivage et comme différence au sein de cette communauté qui, pour la plupart d'entre nous, est une communauté qui pourtant paraît plutôt soudée et qui paraît assez uniforme? De ce côté-là, en fait, c'est... enfin, vous me donnerez votre avis ensuite. Il y a une question de privilège, en fait. C'est-à-dire que... on parlait tout à l'heure de l'éveil militant pendant la période du mariage pour tous. Il y a eu beaucoup de personnes, majoritairement justement des hommes cisgenres, donc non transgenres, gays et blancs, qui s'engageaient du coup, parfois même pour la première fois de leur vie, parce que c'est normal, ils devaient défendre leurs droits. Et une fois que la loi est passée, beaucoup justement sont partis, ils se sont dit c'est bon, c'est fini. Alors que pendant ce temps-là, les lesbiennes n'ont toujours pas eu leur PMA, les personnes trans n'ont pas eu le changement d'état civil et connaissent la transphobie, la lesbophobie à des échelles inimaginables qui sont très fortes et qui peuvent parfois retrouver dans la communauté LGBT justement. Beaucoup d'hommes gays justement, cisgenres, peuvent être extrêmement transphobes ou parfois lesbophobes et extrêmement sexistes aussi. Et c'est justement le problème. C'est pas parce que justement on fait partie d'une minorité qu'on ne peut pas reproduire certains schémas d'oppression. Et c'est ça justement qui est très dur à déconstruire et qu'on a voulu surtout adresser dans le deuxième tome. Parce qu'on parlait justement du fait que comme le premier tome, on savait que ça allait être un public déjà convaincu. Comme je disais, ça va pas être Christine Boutin qui va faire la queue pour acheter notre album.
Et on savait Ça c'est pour le tome 3, hein. Voilà. C'est l'objectif du tome 3. Grave. On le délire Et- à la couverture. Ah oui. C'est tellement bien. Et on savait voilà, que ça allait être un public assez militant, des personnes qui sont déjà intéressées par ça, qui allaient lire le tome 2. Et donc du coup on a décidé d'aller plus loin que dans le tome 1. Le tome 1 on en est très fiers, mais on voulait pas redire la même chose, on voulait pas dire la même chose en disant l'homophobie c'est toujours mal, ça n'a pas changé. Tout ça, on a voulu justement faire un peu d'autocritique. Enfin dans mon histoire par exemple, c'est une histoire autobiographique dans le deuxième tome où je fais beaucoup d'autocritique. Je parle de mes propres intolérances passées ou même présentes et de gros problèmes qu'on peut avoir dans notre communauté. On a voulu parler beaucoup plus de transphobie. Par contre, là, pour le deuxième tome, justement, on orientait légèrement plus les auteurs, en disant vous pouvez faire ce que vous voulez, ce que vous inspire, mais si on pouvait parler de ces sujets-là, ça serait vraiment super, car il nous manque ces histoires, justement. C'est ça. Des personnes on entend déjà trop peu, et on a voulu justement leur faire plus de place en deuxième tome. Oui, ce que souligne Silver, c'est un peu des fois une solidarité à géométrie un peu variable. Tout le monde ne fonctionne pas à la même vitesse et qu'il peut y avoir certaines personnes qui pensent avoir obtenu ce qu'elles recherchaient sans suffisamment se soucier de ceux qui pourraient rester sur le bord du chemin. Et alors je crois que ça dans le mouvement gay, ça a toujours été un peu le problème et que après 68, enfin dans la mouvance de 68, quand il y a eu les différents mouvements de libération qui se sont mis en place, au début, gays et lesbiennes faisaient vraiment corps. Ouais. Et une fois que les gays ont vu que au niveau de la visibilité, ils commençaient à obtenir ce qu'ils recherchaient, les lesbiennes, elles portaient aussi un message féministe qui n'était pas suffisamment pris en compte ou pas soutenu par les garçons. Et que finalement les filles avaient plutôt intérêt à s'associer avec les mouvements féministes non gays en général pour élargir le front en fait. Ouais. Mais est-ce que du coup, sachant que c'est... Je veux trouver les bons mots parce que j'ai pas trop envie de me planter, parce que clairement je suis encore à peine initié et plus curieux que vraiment éduqué. Mais est-ce que justement c'est des différentes, je sais pas si on peut dire communautés, mais lesbiennes, gays, trans et, voilà. et j'ai oublié Et bisexuels. et bisexuels. Voilà. Est-ce que le terme LGBT en fait a un sens, alors que clairement ce sont des personnes qui ont des problématiques différentes, comme on dit, et s'il y a des divergences au sein de ce groupe-là, qu'est-ce qui fait que le terme LGBT ait sa version étendue? Parce que je sais que maintenant c'est LGBTQ, voilà. Queer, intersexe. Il faut aller voir asexuel, Princesse de Madame Cordelia. Il y a une super chaîne là-dessus, Prince, entre parenthèses, S, qui est excellente. D'accord. Et elle en parle vachement bien. Mais est-ce que le terme LGBTQ, etc. a encore un sens aujourd'hui, ou est-ce qu'il faudrait le scinder pour répondre mieux aux problématiques des différentes personnes? Je pense qu'il a un sens où les différentes appellations se sont agrégées comme ça pour bien souligner le fait que c'était jamais simple et que le fait d'avancer sur un sujet, ça laissait entrevoir la question suivante qui venait juste derrière. Et qu'il est important aussi je pense qu'aux yeux... Quand on n'est pas informé là-dessus, etc., on doit effectivement s'imaginer que la communauté homosexuelle, c'est un bloc homogène, etc., alors que pas du tout, il y a toutes les sensibilités possibles et imaginables. Et que mettre les mots sur des vécus, sur des gens, sur des ressentis, c'est aussi les rendre visibles. réels, voilà, les rendre visibles. Voilà. Et je pense que pour l'instant, tant qu'il y a des discriminations, des problématiques qui traînent, il est bon toujours de rappeler même au sein de la communauté gay, de rappeler qu'il y a
qu'il y a des bi, qu'il y a des trans, qu'il y a tout ça, je pense que c'est important. Qui partagent quand même un certain nombre de problématiques aussi. Oui. Nine, on s'était arrêté à toi pour l'histoire qui t'a le plus ému. On digresse énormément, hein. Mais c'était quoi toi l'histoire qui t'a le plus touché sur les 2 albums? Moi, je suis un peu biaisée, mais je vais dire celle de Silver sur le 2e album, qui pour le coup était autobiographique et c'était assez... c'était émouvant de la lire parce qu'en fait, moi je l'avais vue de l'extérieur et on se rend pas compte de ce qui se passe dans la vie des gens en fait. Alors que bon, on est très proches, on se parle tout le temps. C'était assez impressionnant de voir de comprendre l'éveil d'une personne et comment une personne vit sa vie à l'intérieur de lui-même, on va dire, et vit son combat quand on voit la même chose, le reflet, mais à l'extérieur d'un coup, de plus en plus militant, de plus en plus, je réponds aux gens sur Twitter quand je ne suis pas d'accord avec eux. Et donc du coup, c'est vrai que c'était très émouvant de lire le pourquoi en fait, la version qu'on n'a pas, qu'on connaît pas, même en étant relativement proche. Donc moi, c'était celle-là. Et c'est pour ça que je trouve que on revient sur le fait qu'en fait, ce qui touche en fait dans le projet du 7 mai, c'est le vrai, c'est la vraie vie des vrais gens. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant en fait, c'est qu'on met cette vraie vie, d'un coup on la montre aux gens, et c'est ça qui fait qu'on est obligé de se mettre à la place des gens. Et voilà. Wow. Et juste pour dire que dans le chat sur YouTube, à ce moment-là, que vous pouvez voir d'ailleurs ici en public du côté du Mac, sur le chat il y a une question qui arrive qui est celle du privilège. On sait que dans la façon de parler, quand on est un homme blanc, cis, hétéro, valide, on cumule un certain nombre de points gagnants déjà dans la vie. On n'est pas ceux qui vont être les plus atteints, les plus touchés et qui allons connaître le plus de complications dans la vie. Et malgré ça, en fait, il y a le mot privilège qui, dans le chat, fait débat en disant que, pour le coup, c'est un mec blanc, etc., qui dit j'aime pas ce mot de privilégié, j'ai l'impression qu'on m'en veut alors que j'ai pas demandé d'être blanc, cis, hétéro et tout. Il y a vraiment aucune honte à être privilégié. Déjà, je me considère assez privilégié déjà en tant que blanc, cisgenre. De ce côté-là, je ne connais pas la transphobie, je ne connais pas le sexisme, je ne connais pas le racisme. Et en effet, il n'y a vraiment aucune honte à être privilégié justement de ce côté-là. Désolé d'ailleurs si j'ai pu mal m'exprimer sur ça. Il n'y a vraiment aucun souci justement. Tout ce qu'il faut reconnaître, c'est que justement notre point de vue peut être biaisé et que ça peut nous empêcher de comprendre les problématiques et le quotidien de beaucoup de personnes. Reconnaître que d'autres personnes sont moins privilégiées que nous est déjà un énorme pas en avant pour comprendre leur quotidien et leurs problématiques. Enfin, je sais pas. Je pense que le privilège, c'est littéralement un avantage. C'est un avantage avec lequel on est et que cet avantage, il faut l'utiliser à bon escient au lieu de l'utiliser à mauvais escient. Et que c'est pas bien ou mal d'être privilégié, c'est un état de fait. C'est comme de la même façon qu'on est blanc, on est privilégié parce qu'on est un mec hétéro et qu'on est cis et qu'on n'est pas... voilà. Et justement, oui, qu'est-ce qu'on va en faire quoi. Oui, ça n'empêche pas cette personne d'avoir des soucis. Complètement. Oui, et d'avoir des énormes problèmes. Bien sûr. La couleur de sa peau ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas montré du doigt, c'est pas condamné par avance, c'est juste sur la... On est dans un monde où la prise en compte de l'autre, ou des attentes de l'autre, devrait être un réflexe pour chacun. C'est au niveau social en fait que c'est un avantage. Et donc du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que si on arrive à faire comprendre mobiliser et sensibiliser un maximum de personnes qui justement ont ces privilèges de base, c'est ces personnes-là qui ont fatalement le plus d'impact en fait pour faire avancer aussi les droits des autres. Et l'intérêt en fait c'est d'utiliser cet avantage qu'on a de naissance on va dire et d'en faire en fait un fer de lance pour aider en fait ceux qui sont nés avec moins de privilèges en fait. Du coup dans le chat c'est Biba qui dit que privilège ça lui rappelle la noblesse du Moyen-Âge comme il le dit. C'est une connotation en fait qu'il perçoit comme ça. Moi ce que j'aimerais vraiment savoir c'est du coup qu'est-ce que nous qui sommes un maximum privilégiés de fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux quoi? Comment est-ce qu'on peut utiliser ça à bon escient? Il y a plusieurs versions, c'est-à-dire que, et c'est là, alors si vous êtes un peu familier des shitstorms sur Twitter, vous savez qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école de ceux qui disent je veux utiliser mon privilège pour m'exprimer et dire des choses, et d'autres qui disent non, si tu es privilégié, il faut que tu restes et que tu écoutes et que tu l'ouvres pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça rende service le plus possible?
pour qu'on fasse le moins nombreux possible, pour que ce soit le plus bienveillant possible et pour que tout le monde s'aime à la fin en fait. Du coup, moi je pense que je fais aussi partie des gens privilégiés et moi ce que j'en fais du mien, c'est qu'en fait depuis que je pense que le projet 17 mai pour le coup m'a beaucoup sensibilisée à plein de choses que je n'imaginais même pas. Et en fait moi ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai arrêté de me taire quand les gens utilisent les mots comme PD ou tafiole ou ce genre de choses, mais que ça marche aussi pour plein de trucs, pour les blagues au bureau sur Caitlyn Jenner quoi. Ouais. Et en fait simplement on nous écoute plus en fait. Généralement les gens qui ont ces privilèges, bon, peu importe si le mot n'est pas forcément le plus adapté, c'est celui qu'on utilise pour définir ça, ces gens-là en fait sont plus écoutés. On donne plus d'importance à la parole de quelqu'un qui a ce privilège-là qu'à la parole de quelqu'un qui justement fait partie d'une minorité. Et l'intérêt en fait c'est on utilise cette voix-là et on utilise cette voix qui va être écoutée pour faire justement pour arrêter de se taire en fait. Oui, voilà, en fait, c'est quand on peut justement supporter les causes, justement, se mettre en avant et arrêter de se taire en disant bon, c'est pas mon problème, c'est pas mon combat. Et en même temps, par contre, lorsque on est avec d'autres personnes, par exemple, si il y avait une problématique sur le sexisme maintenant, je laisserais plutôt Nine en parler parce que ce serait beaucoup plus intéressant déjà de l'entendre parler plutôt que Pochep ou moi. Et tout comme c'est maintenant sur l'homophobie, Pochep et moi sont plus aptes à en parler. C'est un mélange entre les deux justement. C'est quand la personne a l'espace et comment je peux dire, la possibilité d'en parler, de parler de son vécu, de parler de sa connaissance, la laisser en parler justement parce qu'elle n'a pas la possibilité de le faire en général. Alors que par contre quand on est tout seul, oui, et qu'on est justement avec des collègues, de la famille, avec des amis, de porter ce discours, ces messages-là, oui, c'est essentiel. Du coup, voilà, c'est entre les deux, justement. C'est les aider en prenant la parole et savoir aussi s'effacer pour laisser les autres parler quand il le faut, justement, quand elles sont présentes pour le faire. Ouais, il faudrait plutôt prendre le privilège comme la possibilité d'agir contre toute forme de discrimination ou... il y a tellement de mauvaises habitudes ou de mauvaises habitudes qui traînent. Voilà, le privilège, ça serait à un moment donné d'agir comme un antidote, une antidote, je ne sais plus si on dit un ou une. Mais face à ça. Voilà, ce privilège, ça serait d'un seul coup d'oser prendre la parole, oser contredire, ou aller à la chasse aux informations, aux arguments pour ensuite pouvoir répondre. Ouais. Sur le chat, il y a le rapace qui vient d'arriver qui dit les vrais privilégiés, c'est avant tout ceux qui sont nés à. Ça débat tellement vite que je viens de le perdre. Les vrais privilégiés, c'est avant tout ceux qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, que ce soit des homos, des trans ou des bons gros machos. Ce à quoi la réponse en fait arrive toute seule. Et je viens de la perdre parce que vraiment, pour le coup, ça débat extrêmement fort. C'est Shetishet qui dit stop hiérarchiser les privilèges, ça ne sert à rien. C'est ce que tu disais en fait, Silver, c'est que c'est pas une échelle, c'est pas une ligne droite. C'est-à-dire que on peut avoir plusieurs types de privilèges. Être né en Bretagne, ça peut être une forme de privilège quand il s'agit de bouffer de la galette saucisse, par exemple. On a plus facilement accès à la galette saucisse. Bon. Si je comprends bien, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur du privilège. C'est pas un concours. C'est pas un concours, quoi. Ok. Je voulais savoir aussi si... depuis 2012, depuis le lancement du projet 17 mai, si vous aviez vu les problématiques évoluer, si la situation avait bougé un petit peu, est-ce que le mariage pour tous a apporté des choses positives, qu'est-ce que ça a pu apporter, est-ce que les lignes bougent, puisqu'on est à WeDoBD et que c'est quand même la devise du festival, est-ce que les lignes bougent concernant toutes ces questions sur l'homosexualité, la transsexualité, la bisexualité, etc. Alors, ça bouge, après ça bouge un peu dans tous les sens et lorsqu'on fait un pas en avant, plusieurs pas en avant, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas assez vite, voilà, avec tellement de difficultés que ça paraît incroyable, mais le paysage n'est pas, à mes yeux, ne s'est pas beaucoup éclairci. C'est-à-dire, on en parle un peu moins en ce moment, mais j'imagine que la question du mariage va revenir lorsqu'on va rentrer à nouveau dans la question des programmes présidentiels, etc. Parce que il y en a qui n'ont pas été clairs du tout sur la manière dont ils voulaient agir. Il y a
à droite, il y a des contradictions au sein du même camp, etc. C'est encore quelque chose qui risque d'être remis sur la table ou modifié. Je peux comprendre, ce sont des mouvements de société. Les sociétés, des fois, c'est très lourd à bouger. Il y a des choses qui ça avance par à coups et ensuite il faut que quelque chose s'inscrive dans la pratique commune. Dans la pratique, voilà. Après, il y a des progrès malgré tout personnellement sur la possibilité que j'ai je l'avais déjà avant la question du mariage, mais sur la possibilité de m'afficher en tant que dans mon travail, de traiter la question de l'homosexualité, etc., d'avoir des personnages gays dans mes récits. La présence la visibilité des gays s'est quand même beaucoup améliorée, oui. Pas depuis 2012, mais c'est un progrès. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde est gay, justement. Voilà, mais c'est une grosse. Voilà, il reste beaucoup à faire, mais c'est des machines tellement lourdes. Ouais, que c'est compliqué à mettre en place. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui encore pour que. C'est quoi la prochaine étape ? Les prochaines étapes, il y en a beaucoup. De toute façon, déjà, ça serait de lutter contre les stéréotypes de genre. C'est quelque chose qui est essentiel pour déconstruire les LGBT-phobies. C'est pour anéantir les LGBT-phobies, il faut anéantir le sexisme déjà de base. Il faut arrêter de décréter qu'un homme c'est ça et qu'une femme c'est ça et accepter qu'il y a autre chose que cette binarité qui ne sert à rien. Et c'est avec ça justement, en évoluant sur ces mentalités, qu'on arrivera déjà à améliorer déjà le quotidien des femmes et améliorer le quotidien des personnes trans en leur donnant enfin aussi le changement d'état civil. Améliorer le quotidien de tout le monde, parce que du coup, tout ce qui est question de genre donne souvent l'impression qu'en fait c'est à l'avantage des femmes. Oui. Ce qui au final est vrai également. Mais simplement le fait de déconstruire en fait ces stéréotypes de genre, c'est aussi arrêter de se moquer d'un monsieur parce qu'il garde des enfants ou parce qu'il veut être sage-femme ou parce que, c'est aussi laisser aux hommes la possibilité d'être un homme de la façon dont ils le souhaitent. De pleurer, c'est pas un truc de fille. Ouais. Donc l'avantage est pour tout le monde. Oui, de toute façon, ces luttes, c'est un nivellement par le haut, justement. Ça ne peut nuire à personne. D'ailleurs, c'est ça qui était très drôle, justement, pendant la période du mariage pour tous, on considérait ça comme un débat d'idées, comme un camp l'un contre l'autre, ce qui était complètement faux, parce que, justement, le camp d'opposition n'avait rien à perdre, justement, à ça. Ça n'allait en rien affluer leur vie. C'était juste quelque chose qui allait les agacer pendant qu'ils allaient parler devant le journal télévisé. C'était juste ça. Je voudrais juste qu'on passe un petit coup de fil à Cordélia. C'est elle qui tient la chaîne Princesse LGBT. Je vais vous mettre l'adresse dans YouTube. Allô Cordélia ? C'est un nivellement. Ouais, du coup, on nous entend dedans. On t'a appelé 30 secondes dans le futur, je suis désolé. Tu vas bien ? Oui, ça va, oui. Ouais, tu nous entends bien, tout va bien ? Je vous entends, ouais, pas de problème. Bon, Oui, on la reçoit bien. Bonjour. Ça fait trop plaisir que tu sois là pour deux raisons. Déjà, ta chaîne YouTube est cool, Princesse LGBT, tu sais quoi, je vais la mettre direct sur YouTube, mais je pense que tu es dans le chat déjà, donc il n'y a pas de souci, les gens voient qui tu es, et puis c'est pas la première fois qu'on papote. Et puis surtout, toi, tu as fait un mémoire sur la question LGBT. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je fais un mémoire plus précisément sur les communautés LGBT en ligne, avec notamment l'étude du site YAG, qui est un site d'information LGBT. C'est quoi comme site exactement ? YAG, Y-A-G-G, gay à l'envers si tu veux. Ok, d'accord. Malin. Voilà. Donc j'ai étudié ce site-là et notamment la multiplicité des communautés LGBT, leur diversité, ce qui les réunissait et ce qui les séparait aussi. Donc voilà un peu ce que c'était. Et alors, qu'est-ce que tu en as conclu ? Alors, donc c'était très intéressant de voir l'histoire des communautés LGBT. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ce que je me suis rendu compte en fait au final au cours du mémoire, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule communauté, mais qu'il y en avait en fait des tas différentes qui pouvaient rassembler des gays, des lesbiennes, des bi, des trans, qui rassemblaient parfois aussi que certaines parties, etc. Et que ces communautés-là, elles changent beaucoup avec Internet en fait. Et le fait que les gens puissent se retrouver à travers le monde et se réunir alors qu'avant ils étaient isolés, ça crée des nouvelles communautés.
Et ça permet aussi de se retrouver dans des communautés plus restreintes. Et c'est pour ça aussi que j'en ai conclu qu'il y avait des nouvelles communautés qui arrivaient, des communautés trans, des communautés non-binaires, toutes ces choses-là qui se concrétisent vraiment sur Internet. Alors qu'avant, les gens étaient vraiment très cantonnés à leur cercle dans leur ville, etc. Oui, bien et sûr. du coup, ça brassait beaucoup plus de monde, différent forcément, puisque du coup, ils étaient obligés de se réunir, quoi. Ok. Donc voilà, après, il y a beaucoup de choses qui unissent toutes ces communautés-là, mais il y a aussi énormément de choses qui les divisent, notamment pour leur... il y a eu le mariage qui a été un moyen d'unir vraiment tout le monde à un moment donné. Et sauf que maintenant que ça c'est fait, il y a des tas de groupes de militants qui ont des différentes revendications et qui sont plus forcément compatibles. Et du coup, ça fait que voilà, ça éclate aussi de temps en temps, etc. Tu penses à quoi exactement? Je pense à quoi exactement? Par exemple, il y a les droits des trans qui, au sein des associations, ne concernent pas forcément toutes les associations, ou la question du sexisme, du féminisme, etc. C'est pas forcément des choses qui vont être portées par tous les militants. Et c'est peut-être dommage d'ailleurs, puisque on est plus forts tous ensemble. Mais le fait est que voilà, c'est comme ça que ça se passe un petit peu actuellement. Voilà. D'accord. Est-ce que Pocheb, Silver, Nin, vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'on est d'accord. Oui, on est plutôt d'accord. Parfaitement bien résumé. Oui. Voilà. T'as eu quelle note à ton mémoire? 16. Allez, Bravo. tu m'étonnes. Bravo. Bon, et pour toi, c'est quoi la prochaine étape alors? La prochaine étape. Qu'est-ce qu'on peut faire quoi pour que le monde soit plus beau et que tout le monde s'aime? La prochaine étape pour moi, c'est les droits des personnes trans. Et d'ailleurs, il y a l'existence la semaine prochaine. J'en profite pour. Il y a l'existence la semaine prochaine. C'est la marche pour les droits des personnes trans et intersexes. Exact. Il faut y aller. Faites passer. Il faut y aller. C'est dans toute la France ou Seulement à Paris. C'est à Paris. Et il y a plein de cars qui vont de province pour aller à Paris, spécialement pour l'occasion, tout ça. Et voilà, c'est un moment important et je pense vraiment que c'est la prochaine étape. Voilà. Oui. D'accord. Avec évidemment la PMA et tout ça. Bien sûr, mais Voilà. voilà. Évidemment, il y a encore plein de chantiers en fait qui se mettent en place. Et le piège, ce serait de voir, si je résume bien, le piège, ce serait de voir le mariage pour tous comme une fin en soi. Oui, C'est complètement. ça. Oui. C'est ça le gros. Est-ce que c'est un piège dans lequel on risque de tomber? Est-ce que c'est un piège qui veut nous être tendu? Ou est-ce que, au contraire, vous sentez que le chemin est fait et pavé de telle sorte que c'est vraiment construit comme une première étape? Je saurais pas vraiment comment dire. Déjà, je suis pas la personne la plus concernée justement pour exprimer mon vécu là-dessus. Je pense juste c'est un piège que si on le laisse devenir un piège, parce que oui, forcément c'est une grande avancée, ça a été un très bel événement, mais par contre oui, si on laisse notre ignorance prendre le dessus et qu'on ne s'intéresse pas aux autres luttes, oui, ça sera vraiment une énorme défaite de se dire que l'égalité se limite à ça. D'ailleurs, c'est une anecdote en fait, ça m'est arrivé à la toute première nuit originale et c'est arrivé à d'autres personnes après. En fait, je pense que ça arrive à tout le monde très régulièrement. On avait, dans le cadre d'une discussion entre personnes pas forcément sensibilisées au truc, il y a le terme, notamment dans les trans, il y a le terme shemale qui revient régulièrement. Mais Pas bien. voilà, exactement, ça c'est un truc clairement qui n'est pas on l'a appris sur le coup, tu vois, et en général on l'apprend en mode mince, je pensais pas que c'était un truc, quoi. Donc déjà clairement on a un tissu et on a un arrière-plan qui nous d'ignorance en fait, c'est de l'ignorance pure, c'est du manque d'éducation et en fait le moment de remise en question peut s'exprimer de deux façons différentes. Soit on l'accepte et on bouge, mais souvent il y a une réaction qui dit aussi non mais tu comprends pas, c'est de l'humour, on peut plus rire de rien. Qu'est-ce que vous, parce que nous du coup on n'est peut-être pas bien placé pour répondre, mais qu'est-ce que vous répondez à des gens qui disent non mais maintenant on peut plus rire de rien? Est-ce que je peux Oui, répondre? Cordélia, bien sûr. Vas-y. C'est important de pouvoir rire de tout, mais il y a un moment où les blagues et les insultes et tout ça, ça crée un contexte qui fait qu'il y a des gens qui se suicident tous les ans. À partir du moment où il y a des gens qui se font du mal, qui se sentent mal, qui tombent en dépression,
Et que ce contexte de oui, on rigole, machin, bah, ça participe à ce que ces personnes se sentent mal. Il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est voilà, à partir du moment où il y a des. Bah, lors de la nuit originale, il y en a quand même qui ont dit ah, quand j'ai entendu les propos de machin, j'ai pleuré. Mm. Bon, voilà, bah t'arrêtes et tu rigoles pas de ça, c'est tout. C'est ça. Voilà, il faut aussi. C'est peut-être un peu radical, mais bon, voilà, il y a un moment où il faut aussi prendre en compte la sensibilité des autres qui sont ensemble, enfin, qui sont en face de soi. Ouais, Pochep. On a tous droit à l'erreur, c'est-à-dire ça va tous nous arriver d'employer une formule ou un mot malvenu. Le tout, c'est ensuite de pouvoir se remettre en question. C'est-à-dire quand la maladresse ou l'insulte est soulignée, c'est de rapidement pouvoir se remettre en question et comprendre pourquoi. Après, on doit pouvoir continuer à rire de tout. Après, la plaisanterie ou la blague, entre guillemets, on sait toujours aussi d'où elle vient. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais surtout que je pense qu'il y a aussi une question d'éducation. Je vais parler pour mon cas, je sais que j'ai des copains qui l'ont fait aussi et qui se sont pris le truc en pleine tête et qui du coup se sont vraiment mis à réfléchir après. Il y a une question aussi d'éducation en fait, c'est tout bête, comme tu dis Pochep, il y a la question du droit à l'erreur où en général, comme on baigne dans un environnement qui n'est pas forcément ouvert à ce genre de questions, et encore une fois je viens de Bretagne, donc on connaît pas trop ce qui se passe au-delà de la Mayenne, tu vois, c'est un peu distant. Pour mes parents, j'ai dû avoir un nouveau passeport pour aller à Paris. Mais en fait, on n'a pas l'habitude de ce truc-là, et c'est vrai que c'est une question de posture en fait, si je résume bien. Je sais plus qui avait dans un sketch qui disait que si vous avez une blague, un peu chelou, il y a de l'écho. Si vous avez une blague qui, si vous voulez faire une blague et que vous pensez qu'elle est un peu touchy, imaginez la faire en face de personnes qui sont concernées en fait. Est-ce que vous êtes prête à faire votre vanne devant des mecs qui sont concernés, qui en souffrent? Une situation qu'on a quasiment jamais l'occasion de vivre en fait. C'est toujours assez drôle en fait de voir. Enfin, moi j'ai principalement l'exemple avec le sexisme, mais c'est toujours très drôle en fait de voir les blagues qu'on fait en face d'une femme en sachant que la femme ne va pas réagir, en pensant qu'en fait elle va faire. C'est drôle. Vrai. Bah oui. Donc en fait il y a plein de blagues comme ça typiquement les blagues sur les hystériques, les mal baisés, ce genre de choses qui sont faites par exemple dans un contexte de boulot où on est en réunion avec des gens qui au-delà de ça ont l'air tout à fait normaux et qui quand une fille réagit et fait vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire fait oh ça va, on peut jamais rien dire avec vous, tu vois ça prouve bien que de toute manière vous êtes tous des hystériques et des mal baisés. Hey. Génial. C'est formidable comme on s'auto-confirme. Et du coup en fait c'est un peu ça, on en revient au fait de dire si utiliser ses privilèges pour réagir, c'est aussi utiliser ses privilèges pour quand on est en réunion ou quand on est dans un cadre où en fait on entend que quelqu'un est en train de faire une remarque qui est cruelle, tout simplement parce que c'est de la cruauté envers une autre personne et qu'au final, certes, c'est censé être de l'humour, mais ça fait juste souffrir quelqu'un. C'est aussi dire excusez-moi, vous êtes peut-être pas au courant, mais ça c'est juste pas drôle en fait. Et c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas drôle. Et par contre, la prochaine fois que vous allez le refaire et que je vous ai déjà dit que c'était pas drôle et que vous allez le refaire devant moi, là, je vais prendre la décision de vous êtes quelqu'un de méchant. C'est ça va être un poil pénible. Voilà, et puis l'excuse de dire non, mais c'est que de l'humour, c'est pas rendre un grand service à l'humour parce que c'est nier que l'humour est une arme. Qui est extrêmement puissante. L'humour est politique, tout est absolument politique. C'est décréter que notre parole n'a aucune influence. Donc du coup, on peut dire absolument tout, ça n'aura vraiment aucune répercussion. En plus de nier la parole de l'autre en disant, en le balayant d'un revers de la main, en disant que non, de toute façon, je décrète que c'est de l'humour. Donc c'est bon, c'est comme si c'était un joker magique. Ouais. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Et donc, quitte à faire de l'humour, quitte à faire une bonne petite phrase, quelque chose comme ça, pour s'interroger en disant quel genre d'humour on voudrait faire. Est-ce qu'on a vraiment envie de toutes les cibles qu'on pourrait avoir? Pourquoi viser toujours les meufs? Pourquoi toujours viser les homos? Pourquoi viser les trans? On n'a pas beaucoup de blagues sur des mecs hétéro blancs, étrangement par exemple. Ouais. Je trouve ça assez intéressant justement comme réflexion. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois c'est des spécificités. Quand c'est des mecs blancs, ils sont belges ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. En général, c'est toujours un truc à côté. Cordélia, comment est-ce que t'as bricolé ton mémoire? T'es parti de quoi pour en arriver là? Est-ce que ça t'a fait changer toi aussi ton regard sur des trucs? Qu'est-ce que t'as appris en fait pendant ton mémoire?
Ouais, alors, à l'origine, je me suis dit, ouais, je vais faire quelque chose sur la communauté LGBT, parce que je pense que dans mon idéal, il n'y en avait qu'une seule, c'était merveilleux, enfin bon, voilà, tout le monde était uni. Et je suis partie donc du site YAG, j'ai fait une interview de Xavier Hérault, qui est un journaliste là-bas, qui m'en a appris plus sur l'histoire du site, son fonctionnement, etc., puisque je suis en web, donc voilà, il fallait que ce soit sur le web. Ensuite, j'ai fait notamment une enquête auprès des lecteurs de YAG pour savoir quelles étaient leurs habitudes et ce qu'ils pensaient de la pertinence ou non de l'existence d'une communauté LGBT, enfin, des choses comme ça. Et après, ça a été des lectures, notamment, qu'est-ce que j'ai pu lire j'ai lu Didier Ribon, j'ai lu Massimo Preraro, qui a fait un livre sur l'histoire des mouvements LGBT, C'est fou, enfin c'est des noms l'histoire qui des me disent mouvements rien du homosexuels. tout, quoi. Ça manque à ma Quoi culture de ouf, ça. Je pense que ça manque à la culture de beaucoup de gens. Moi, je n'ai jamais entendu ces Mais noms-là, tu quoi. vas y remédier. Bah évidemment. Didier Ribon, Réflexion sur la question gay, il faut le lire. C'est- voilà, j'ai lu des choses sur le queer, tout ça. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'une seule communauté LGBT, que c'était beaucoup plus compliqué que ça en avait l'air, qu'il y avait une forme d'union, effectivement, mais qu'il y avait aussi des tensions, et que tout ça, enfin, c'était reflété sur le site YAG que j'étudiais, du coup, Mm. et que voilà, je pouvais mettre en lien, en gros, ce qui se passait sur le site au sein de la communauté autour du site et ce qui se passait après dans les milieux militants IRL et après ce qui se passait sur Internet et comment le militantisme sur Internet évoluait, etc. Les combats contre les LGBT-phobies, enfin, ce genre de choses, quoi. Voilà un peu comment j'ai procédé là-dessus. C'est vachement marrant parce que tu t'es beaucoup concentré sur Internet, sur le militantisme sur Internet. Est-ce que Twitter, et je pense à Twitter spécifiquement parce que Facebook, j'ai l'impression que ça a moins participé, mais est-ce que Twitter a apporté une nouvelle forme de militantisme? Est-ce que c'est une nouvelle incarnation? Est-ce qu'au contraire, c'est dans la continuité de ce qui se passe? Quelle est la place de Twitter aujourd'hui dans le militantisme LGBT? Alors, Silver en parlera. Vas-y, réponds. Cordelia, ouais. Oui. J'ai pas trop étudié Twitter. Les seuls moments où j'ai étudié Twitter, c'était pour les manifestations de LGBT-phobie, puisque il y a vraiment un problème là-dessus, disons. Ça peut être extrêmement violent et effectivement, le militantisme sur Twitter, c'est quelque chose de très particulier, notamment parce qu'il est que en 140, je sais pas combien de caractères. 140, ouais. 140, c'est ça. Donc, on peut pas développer les choses et en fait, ça devient très facilement juste des expressions de colère. Et tu peux pas éduquer quelqu'un ou faire passer un vrai message en 140 caractères. Mm. Ou alors c'est extrêmement compliqué. Donc les seuls moments vraiment militants que j'ai pu voir sur Twitter, c'était juste des engueulades en fait, et personne ne revoyait son point de vue parce qu'il n'y avait pas la place de l'expliquer en fait. Silver, je te vois hocher la tête. Ça dépend, oui, par contre, oui, il y a énormément de shitstorms sur Twitter, surtout, elles viennent surtout du fait que, bien sûr, tout est public et limité par le nombre de caractères, donc ça, très vite, une conversation entre deux personnes peut se transformer avec 40 personnes très vite, on va pas des fois réussir à bien se faire comprendre, on va être frustré, ça va aller trop vite, donc oui, ça peut provoquer beaucoup d'engueulades. Mais ça peut aussi créer beaucoup de militantisme. De ce côté-là, par exemple, mon féminisme, c'est clairement fait sur Twitter. J'ai commencé à suivre des comptes comme celui de Marlar, à m'intéresser dans le sexisme, dans les jeux vidéo, ce genre de choses. J'ai tout simplement lu. Même quand j'étais pas vraiment d'accord aussi, je ressentais pas le besoin non plus de dire je ne suis pas d'accord. Je me disais juste, tiens, pourquoi je suis pas d'accord, je vais lire ça et ça, et voir comment je me sens après. Sur Twitter, pour beaucoup de gens, il faut aussi apprendre aussi à respirer un instant, lire et comprendre. À pas répondre. Voilà. Mais de ce côté-là. C'est possible que derrière le bruit de fond, les orages comme ça où tout le monde s'invective, sur des moments très rapides, il est possible qu'effectivement après il y ait des choses qui restent et qui sur la durée finissent par imprégner les gens. Voilà, et surtout, là où Twitter est vraiment essentiel, je pense, maintenant dans le paysage militant actuel, chez les personnes qui y sont, c'est surtout
un moyen de se connecter, de voir qu'on n'est pas seul. Parce que c'est assez facile au final quand on habite dans une grande ville d'aller dans des associations, quand on habite à Paris par exemple, il peut y avoir plein d'associations féministes, LGBT, ce genre de choses. Mais quand on habite à Liévin dans le Pas-de-Calais comme moi, c'est un peu plus compliqué de trouver des Ouais. associations. On n'a pas forcément les moyens d'aller tous les jours à Lille, d'aller tous les jours à Paris, ce genre de choses. Et donc voir en ligne et rencontrer des personnes qui ressentent les mêmes choses que toi, s'y intéressent, discutent de nouvelles choses, ça fait un bien fou déjà. Ça permet de respirer. Je sais que c'est quelque chose qui m'a fait un bien fou pendant les débats du mariage pour tous, justement, à un moment donné, justement, où on se sent extrêmement seul, de voir que on n'est pas les seuls à être ulcérés par ça, à être fou de rage devant ces manifs, devant ce qu'on nous envoyait comme message. Ça faisait vraiment du bien de ne pas se sentir seul, justement, et du coup d'apprendre, parce qu'au final Twitter c'est tout ne se limite pas à ces 140 caractères. Au bout d'un moment on échange contre Facebook, on échange les numéros de téléphone, on rencontre des personnes formidables, et donc je pense que Twitter de ce côté-là permet de connecter des minorités entre elles et de leur permettre de s'organiser. C'est là où je pense que Twitter est un outil formidable au niveau du militantisme. Ça doit permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité de ce que nous on va appeler le camp d'en face des opposants, c'est-à-dire parce qu'il y a des discours politiques, il y a des postures officielles, etc. Et c'est de mesurer aussi dans notre entourage les gens qui ne sont pas impliqués dans les réseaux de décision, de voir comment un discours peut imprégner une partie des gens et comment eux le réutilisent ensuite ou ce qu'ils en retiennent. Donc ça permet d'avoir les réseaux sociaux, si on multiplie la presse, la radio, etc., les médias, plus on s'appuie sur les réseaux sociaux, ça nous permet quand même d'avoir un bel aperçu de tout ce qui se passe. Et à partir de là, de s'équiper, de s'informer pour pouvoir répondre. Puis Twitter aussi, sur un point plus positif, on va dire, c'est aussi une fenêtre un peu ouverte sur la vie des gens, et c'est voir la réalité de la vie des gens qui sont différents de nous. Et ça permet non seulement de remonter des trucs, typiquement des articles super transphobes, des articles super sexistes. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui remontent le truc en disant vous avez vu ce truc, mais c'est n'importe quoi. Et ça permet de mettre en lumière des choses qui avant seraient passées un peu à la trappe parce que personne n'aurait été prendre la photo, le montrer à tout le monde. Vous avez vu cet article, il n'est pas très gentil. Et à côté de ça, en fait, ça permet aussi de voir la réalité de la vie des gens, du tweet de on m'a fait une remarque super sexiste et je vais le tweeter parce que franchement, ça suffit ces conneries. Quoi. Et du coup, ça se répercute sur beaucoup plus de gens et ça va être repris par d'autres gens qui vont faire oui, moi aussi ça m'est arrivé. Non seulement je ne suis pas toute seule ou tout seul, mais en plus, moi aussi je suis énervée. Et donc, c'est normal que je sois énervée parce que si cette personne-là, ça l'énerve qu'on lui dise ça, moi aussi j'ai le droit de pas être content et j'ai le droit de le dire quand je suis pas content. Et alors il y a un truc aussi qui m'est arrivé, et c'est peut-être le revers de la médaille de ce truc-là, c'est que moi personnellement en tant qu'utilisateur de Twitter, ça m'est arrivé de sortir des trucs, je te parle d'il y a quelques années, mais je sais que ça existe encore, de sortir un truc, tu vois, de balancer un tweet à la mer, tu vois, sans penser à mal forcément, tu vois, juste par ignorance, tu vois, ce qui se passe, ce qui m'est arrivé avec le terme chimel, ce qui m'est arrivé dans d'autres occasions, tu vois, on grandit tous, on fait tous des erreurs. Et de me retrouver après avec un shitstorm sur les bras où des personnes s'étaient approprié mon tweet, et alors là, on était au-delà du dégommage, qu'on l'avait mis en Sharpie. Mais en faisant ça, m'ont mis en Sharpie moi aussi, et en me disant, écoutez, ok, je pige mon erreur. Vous m'avez quand même épinglé en public de ouf, alors que je suis plutôt ouvert à la discussion d'habitude. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais eu comme réponse, on n'est pas là pour t'éduquer. Et c'est arrivé plusieurs fois. Du coup, comment le prendre? Parce que moi personnellement ma réaction première c'est d'être vexé, mais de toute manière, tout le monde est vexé. Moi je sais qu'en général je me sens humiliée quand ça arrive. J'ai fait un truc très mal et tout le monde l'a vu, c'est horrible quoi. Alors qu'en fait c'est une réaction qui est logique, mais le vrai problème en fait c'est la réaction du camp, on va pas dire d'en face, mais des gens qui prennent le truc et qui au lieu de dire c'est pas vrai, c'est pas comme ça que tu dois le formuler, ou ça t'as tort, je vais t'expliquer pourquoi tu as tort, de dire regardez le gros nul ce qu'il a fait, il est méchant avec tout le monde et on va tous lui lancer des petits cailloux qui font mal quoi. Bah non, c'est pas comme ça qu'on devrait réagir. Donc le problème aussi c'est ça, c'est que sur Twitter on a un peu tendance à
quand on n'est pas content, on a tendance à le dire de façon méchante au lieu de penser qu'il y a une personne de l'autre côté qui a effectivement aussi tweeté un truc et qui ne le pensait pas forcément à mal. Et donc, on devrait tous être beaucoup plus gentils et tolérants. Et s'aimer, globalement. Voilà. Oui. Non, mais La paix dans on le n'est monde. pas tous fabuleux dans nos réponses ou de la manière dont on a apporté nos réponses. Surtout quand c'est la 7e fois de la journée. Voilà. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, C'est ça, en fait. C'est une trop accumulation. réactif ou trop. Oui, oui. C'est une Ça, c'est accumulation clair. aussi. Bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est dans le hachage, ce genre de choses n'est jamais justifié. Mais par contre, il faut le comprendre par contre de ce côté-là, parce que pareil, j'ai dit des choses vraiment très stupides. Je ne suis pas né militant. J'ai dit des choses affreusement sexistes, affreusement homophobes. Et dans ces moments-là, oui, j'en suis parfois pris plein la gueule, mais j'essaie quand même de me dire que ça vient quand même de quelque part, cette colère. Je veux dire, c'est pas juste pour plaisir de lyncher ces personnes-là. C'est pour moi, voilà, c'est une petite phrase que j'ai sortie comme ça, mais elles se le prennent à longueur de journée. Ouais. Donc du coup, forcément, ça un cercle de violence. Je pense à un très bon exemple, un auteur qui est invité ici, sa BD qui est juste derrière, Thomas Mathieu, l'auteur du Projet Qui Crocodile. sera là demain. Je vous Ah dirai bah, que super. je ne sais plus l'heure, mais il sera là demain vers midi, je crois, avec Si, avec Sophie, je dis son nom dans l'instant. Attendez, je vais vous le dire. Il sera là demain en live avec Digli, Si, Monsieur Q et Sophie Lambda. Que du beau monde. Et voilà, en fait, il avait fait un dessin où il avait fait une grosse erreur qui était, il utilisait le symbole trans de très mauvaise façon, c'était extrêmement transphobe, mais il ne savait pas du tout qu'il avait utilisé ce logo-là. Et justement, ça avait fait un énorme shitstorm et pas mal de gens l'avaient gueulé dessus. Mais il avait extrêmement bien réagi de ce côté-là. Justement, il disait oui, bon, j'ai fait une énorme merde et je m'en excuse vraiment. Voilà, j'ai changé de dessin, c'est tout. On est passé à autre chose. Et une fois que la pression est retombée, justement, tout le monde a compris ça. Je veux dire, genre, il a arrêté, il a dit voilà, je m'en excuse, ça arrivera plus. Maintenant, j'ai compris mon erreur. Et eux-mêmes, ont compris que c'était une simple erreur, même si sur le moment, forcément, l'ambiance était brûlante parce que c'était une accumulation de parce que voilà, c'était une BD féministe, et dans certains milieux féministes, on peut trouver beaucoup de transphobie. Et justement, de retrouver de la transphobie là-dedans, c'était encore une accumulation. Tout le monde a pensé que c'était ça. C'était un énorme malentendu. Mais justement, la façon dont ça s'est résolu était très intéressante. Tout le monde s'est arrêté, on a dit je m'excuse, c'est bon, on va laisser reposer quelques heures, surtout quitter Twitter après les excuses, ne pas chercher à répondre à absolument tout le monde, attendre que tout le monde se calme et voir comment on se sent déjà quelques heures après. Pochep, ça t'est arrivé toi ça? Tu vois un peu Sur Twitter, non, parce que je suis pas très actif sur Twitter. Après, enfin, je suis assez peu militant, à part spécifiquement sur le 17 mai. Donc, j'ai pas été réellement confronté à ça. Cordélia, toi t'as été plus confronté à ça, tu vois de quoi on parle? C'est-à-dire de faire des erreurs et qu'on te tombe dessus à bras raccourcis. Absolument, exactement ça. Ou d'être dans le cas inverse d'ailleurs. Puisque, oui, ça m'est déjà arrivé. Pas trop, parce que pendant très longtemps, j'ai pas été beaucoup sur Twitter, donc forcément, ceci explique cela. Mais en règle générale, je réagis pas trop à ce genre de choses, mais ça m'est arrivé que sur mes vidéos, on fasse remarquer que j'avais fait des erreurs, etc. Alors sur le moment, évidemment, tu dis voilà. Mais après, le truc, c'est de rester distant un petit moment et ensuite de revenir et de se rendre compte que oui, effectivement, on a fait une erreur, de dire qu'on a fait cette erreur et de la corriger. C'est ça qui est le plus important au fond. Et de s'excuser surtout. Oui. De dire, bah voilà, je suis désolée, j'ai fait une connerie, je savais pas. Et puis, voilà, bah, je corrige et je fais en sorte que ça se reproduise plus. Voilà. Je pense que c'est la meilleure attitude à avoir. Et surtout de reconnaître qu'on a fait l'erreur et ne pas avoir dire non, mais je savais pas, comme si ça excusait tout. Effectivement, on savait pas, voilà, ça arrive à tout le monde de pas savoir quelque chose. Mais c'est important quand même de s'excuser parce qu'il y a sans doute eu des personnes blessées en face. Et le fait qu'on ne savait pas, ça enlève rien au fait que ces personnes-là ont quand même été blessées. Donc voilà, s'excuser, je pense que c'est essentiel. Et après, bon, évidemment, il y a parfois de la colère de la part des militants ou des militantes. Enfin voilà, cette colère, elle peut être justifiée aussi dans le sens où ce qu'ils vivent. Ils vivent des oppressions qui sont parfois vraiment très difficiles et j'envie de ces oppressions, donc je sais très bien comment ça se passe, qu'au bout d'un moment on finit par
par vraiment en avoir marre, on supporte plus la moindre erreur, etc. Et du coup, on rentre dans un processus où on est en colère et on est en colère contre les gens et on a envie de presque de faire mal aux autres parce qu'on nous a fait trop mal. Et faut comprendre ça aussi. Et même si forcément ça excuse pas le fait de s'énerver, etc. Faut en avoir conscience et en prendre compte quand nous on se retrouve mais je savais pas pourquoi vous me criez dessus. Enfin voilà, faut en avoir conscience et puis prendre un peu de distance aussi et puis en discuter après que ce soit en discuter au calme, que ce soit IRL ou sur internet, mais pour essayer de comprendre pourquoi on a fait une erreur, etc. Enfin voilà. Juste, ce sera peut-être le mot de conclusion. Dans le chat, bon, c'est pour déconner, mais il est fait allusion au racisme anti-blanc et au sexisme et au hétérosexisme. Bon, alors, c'est un truc qu'on entend encore sérieusement aujourd'hui en 2015. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Comment quand il y a des gens qui vous disent ouais, d'accord, l'homophobie, mais l'hétérophobie, on en parle. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, enfin, l'hétérophobie. Il y a un truc à répondre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Dans ce cas-là, j'imagine que de la part de la personne qui tente cette argumentation, c'est de s'opposer, tenir une posture, créer une discrimination qui N'existe à pas, mon avis, ouais. n'existe pas, mais ça n'a pas. Enfin, je pense. Je sais Voilà. pas quoi dire. Il faut le prendre comme une blague, je pense. parce Oui, que- voilà, parce qu'on peut pas absolument créer des discriminations comme ça nous arrange. Je veux Ouais. dire, les oppressions sont systémiques. Je veux dire, on est dans une société où les femmes souffrent de sexisme, où les homos souffrent d'homophobie, les trans de transphobie. Ouais. Mais par contre, jamais une personne cisgenre a été insultée dans la rue. T'es pas transgenre, c'est complètement con. Ah, Je veux dire, ouais, ça c'est n'existe ça. pas et c'est vraiment. Non, c'est du troll. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. du troll pur et dur. Et surtout Voilà. que, en plus, quand on parle de sexisme et de racisme, évidemment, on parle de gens qui sont pas gentils avec des gens qui sont différents, mais on parle aussi d'une société qui favorise certaines Voilà, personnes de la c'est exactement population. ça, voilà. Et d'un point de vue institutionnalisé, le racisme anti-blanc n'existe pas. Enfin, Voilà. Tant qu'il n'y a pas de contrôle aux faciès sur des blancs, a priori, ça n'arrivera pas. Et donc voilà, c'est surtout ça qu'on veut dire. Bon, là, dans le chat, on prêche des convaincus, mais voilà, c'est important de le préciser aussi, quoi. Et puis, ça fait un beau mot de conclusion. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et c'était vraiment merci chouette à de toi. vous avoir ici, Pochep, Silver et Nin. J'espère vraiment qu'on se reverra très vite un de ces quatre, sûrement sur le stand. Je sais que vous dédicacez à partir de 16h, Oui. notamment. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de belles aventures avec le projet 17 mai. Je te fais un cadeau. Sans déconner, Ah. oh, ça fait trop plaisir. Merci. Alors attendez, on va juste le mettre là. Qu'est-ce que c'est donc? Ah cool. Excellent. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai très hâte de billets. Merci beaucoup. Bonne lecture. Merci beaucoup, Pochep. Bah, merci Ça fait beaucoup. très plaisir. Allez. À très vite. Allez, Merci bon beaucoup, festival. Cordélia. À toi aussi Au d'être revoir. passé. Au revoir, Au revoir, Cordélia. Cordélia. Au revoir. À très vite. Bisous. Ah, on l'a perdu. C'est pas grave. Bisous, Cordélia. Ah, mais Ah, je- bah, on disait bisous, au revoir. On faisait des Salut. Ça Au marche. revoir. Ciao, salut. Pendant que vous nous quittez, Pochep, Silver et Nile, merci beaucoup à vous dans le chat d'avoir participé aussi. On va accueillir dans quelques secondes Marguerite Sauvage. Marguerite Sauvage qui est la marraine qui est en voie de s'installer. Marguerite Sauvage qui est la marraine du festival et qui est aussi l'auteur d'une excellente version de Wonder Woman. J'ai plein de questions à lui